Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Conversations de Mythes. Aujourd'hui, on va parler de jeûne en compagnie d'Axel. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes sur YouTube ou sur toutes les plateformes d'écoute et pensez à vous abonner. Salut Axel! Salut Justine. Ça va? Ça va, super. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Je m'appelle Axel Sedano sur les réseaux sociaux et je suis diététicien diplômé, mais également je suis étudiant en sciences de la vie à Aix-en-Provence. Et je fais un petit peu de debunk sur les réseaux sociaux, sur les allégations qu'on peut retrouver, car il y a beaucoup de désinformations en nutrition et j'essaie un peu d'éclaircir tout ça. Donc tu m'expliquais que tu as passé le BTS et que direct tu as enchaîné sur une reprise d'études. J'ai enchaîné en fait le BTS qui s'est enchaîné en même temps dans un bachelor de nutrition à l'EDNH. Et étant donné qu'il n'y avait pas forcément de passerelle pour directement partir à la faculté, je suis reparti en première année de sciences de la vie à Aix-en-Provence, ce qui fait que je continue mon cursus pour faire ma licence qui se fait en 3 ans et pourquoi pas continuer après dans la recherche, quoi. Ok, super, c'est cool. Alors aujourd'hui, on va parler de jeûne. Déjà, est-ce que tu peux définir ce qu'est le jeûne ? C'est un mécanisme qu'on réalise tous les jours sans forcément s'en rendre compte, mais c'est le fait de s'abstenir, de façon volontaire ou non, d'une consommation d'aliments, mais également de liquides. Donc, quand on va se coucher, souvent la nuit, on fait un jeûne nocturne et on consomme aucun aliment. Donc voilà, ça consiste en ça concrètement, un jeûne. Est-ce qu'il faut une durée minimum pour appeler ça un jeûne ? Pas forcément. Par exemple, entre 2 repas, on peut appeler ça un jeûne concrètement. Alors, ça n'aura pas forcément l'effet métabolique, entre guillemets, recherché par les personnes qui vont vouloir faire un jeûne, mais les phases entre 2 repas, par exemple, peuvent s'appeler jeûne. Dans les jeûnes, on a différents types de jeûnes. On a le jeûne complet. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment ce nom-là qu'on lui donne. Pour ma part, je crois que ça va être un peu synonyme au jeûne sec. Oui. Où en fait, on va un peu le jeûne qu'on fait quand on fait un ramadan. On va s'abstenir totalement d'aliments et d'eau pendant une période de temps. Souvent, c'est après le coucher du soleil, je crois qu'ils peuvent reprendre la consommation. Mais on a d'autres types de jeûnes, il y en a énormément. Il y a aussi les jeûnes hydriques. On va consommer que sous forme liquide. Ça peut être des boissons sans calories. Il y a le jeûne intermittent, par exemple, qui consiste à jeûner pendant une période de temps donnée, comme 16 heures, et il y a 8 heures de consommation alimentaire. Il y a également le jeûne alterné, je crois 5-2, qui consiste en fait à consommer une alimentation normale pendant 5 jours, et en fait, avec 2 jours non consécutifs, on va faire des jours où on sera extrêmement bas en calories. Donc il y a un jour ou 2 dans la semaine où on va consommer 300-400 calories, quoi. Le jeûne intermittent, on en entend de plus en plus parler, en tout cas sur les réseaux et même un peu partout. Selon toi, donc là c'est vraiment ton avis perso, pourquoi est-ce que ce jeûne-là il est plutôt en vogue ces derniers temps ? Il y a un fort intérêt de cette diète, entre guillemets, c'est que c'est un régime qui n'impose pas forcément un certain changement de l'alimentation. C'est-à-dire qu'en fait, les personnes n'ont pas forcément besoin de changer la qualité de leur alimentation, mais juste réduire la fréquence. Donc en fait, déjà, on n'a pas forcément besoin d'avoir une certaine connaissance pour commencer ce régime, alors qu'on va avoir d'autres régimes, comme le régime, par exemple, cétogène, où il va falloir quand même avoir une certaine connaissance dans les aliments pour éviter ceux qui sont riches en glucides, bien réussir sa cétose, etc. C'est pas forcément un régime qu'on donnera, qui sera donné à tout néophyte. Alors que le jeûne intermittent, concrètement, il suffit peut-être de sauter le petit déjeuner et de continuer son alimentation, et ça promet des résultats faramineux. On ajoute à cela un grand essor marketing sur les réseaux sociaux, mais également à la télé, où dès qu'on a une étude un petit peu sérieuse qui sort, elle va être ressortie pour expliquer qu'en fait c'est bénéfique, c'est super. On a aussi des personnalités publiques qui vont en parler. Donc, je pense principalement à des médecins, pas forcément les citer, mais ils vont quand même mettre en avant le jeûne intermittent pour leurs effets. Et souvent, en fait, ils vont souvent en fait surévaluer un peu les effets qu'ils vont avoir. Et je pense que tout ça fait le parfait cocktail pour donner l'impression que c'est une méthode qui est révolutionnaire. Et dans le jeûne intermittent, peu importe si on saute le petit déjeuner ou le repas du soir ?
finalement? On peut techniquement le faire. Alors, c'est souvent conseillé de faire dans ce sens-là, mais ça peut être fait dans l'autre sens, évidemment. Donc, c'est plutôt conseillé de sauter le petit déjeuner? Les personnes qui font le jeûne intermittent pourront peut-être en parler en commentaire potentiellement, mais c'est principalement que se coucher avec le fait de ne pas avoir mangé peut, pour certains, être compliqué. Mais après, je pense qu'il y en a certains qui font de ce sens-là, concrètement. J'ai joué le jeu, tu sais. Bien sûr, je fais toujours mes recherches avant d'interviewer quelqu'un. Et donc, j'ai tapé... En fait, à la base, je voulais lire un livre pertinent sur le jeûne. Donc, j'ai ouvert ma page Amazon et j'ai tapé jeûne. Et là, j'ai eu des centaines de références avec plein de noms super prometteurs. Ok. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment un vrai business là autour de ça. Et j'en ai acheté un d'un docteur, que j'ai lu. Et donc, la conclusion de ce livre, c'est... là, je vais un petit peu vite, mais on reviendra là-dessus. Mais la conclusion, c'est que le jeûne apporte les mêmes effets qu'une restriction calorique. C'était un peu ça la conclusion du bouquin. Donc en fait, il y a eu tout un bouquin sur le jeûne pour dire que finalement, c'était une manière d'être en restriction calorique peut-être un peu plus facilement puisqu'il y avait un repas en moins, quoi. Je suis assez d'accord avec ce médecin. C'est parce qu'en réalité, on va le voir au fur et à mesure du podcast, mais concrètement, d'un point de vue scientifique, les effets du jeûne intermittent ne sont pas supérieurs à une restriction calorique en continu. Ça peut marcher pour certaines personnes. On va avoir d'énormes variations interindividuelles, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont perdre beaucoup de poids dans les études, d'autres non. Mais en fait, quand on fait une méta-analyse, on va se rendre compte que sur tous les marqueurs sur la perte de poids, on va avoir en fait des effets très similaires à la restriction calorique. Tout à l'heure, tu parlais des personnes qui font le ramadan, donc qui sont en jeûne. Il y a d'autres personnes qui font des jeûnes pour des raisons, que ce soit religieuses ou idéologiques. Bon, j'ai envie de dire, sur ce point, on n'a pas grand-chose à dire, puisque c'est des convictions qui leur sont propres. Évidemment. Par contre, pour la petite anecdote, une fois, j'ai un patient qui est arrivé en me disant que régulièrement, peut-être pas une fois par an, mais une fois tous les 2 ans, il partait en cure pour faire 1 semaine de jeûne. Et donc là, c'était un jeûne où ils avaient le droit le soir au bouillon. Okay. Donc il y a des structures, il y a des gens qui organisent on va dire c'est pas vraiment des séminaires, mais des retraites, voilà, pour pratiquer le jeûne, mais qui vendent ça, qui mettent en avant le fait que le jeûne, alors c'est bien de le faire à certaines périodes de l'année, généralement. En ce moment-là, début de l'automne, je crois que c'est assez propice pour les jeunes. Et surtout, c'était annoncé comme un moyen de faire du nettoyage cellulaire. Alors, Axel, qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc là, on parle plus de ton avis perso, mais on va parler de toutes les études et les recherches que tu as pu faire sur le sujet. Concrètement, est-ce que faire un jeûne d'une semaine, ça permet de nettoyer les cellules? Alors, quand j'entends nettoyage cellulaire, je pense principalement à un mécanisme précis on a peut-être déjà entendu parler, c'est l'autophagie. Ouais. Cette autophagie, c'est un mécanisme qui existe et qui a été mis en évidence principalement, en tout cas il a été mis en évidence et ça a fait beaucoup de bruit par un prix Nobel japonais en 2016, donc si j'écorche pas son prénom, je m'excuse par avance. Il n'écoutera pas, je pense. Je sais pas, mais je vais essayer de faire le max. Il s'appelle Yoshinori Oshuni, voilà, je sais pas si j'ai bien dit, mais voilà. Et du coup, en fait, cette personne-là a mis en évidence le mécanisme d'autophagie chez les levures, et également comment fonctionne ce mécanisme au niveau génétique, etc. Il a eu un prix Nobel. Et en fait, cette personne est souvent utilisée comme argument d'autorité pour dire qu'en fait, quand on fait un jeûne, on va faire un nettoyage cellulaire parce que cette autophagie, c'est concrètement c'est s'auto-phagie, manger, s'auto-manger. Et ce que font les cellules quand elles sont soumises à un stress, ça peut être également le sport par exemple, qui peuvent avoir un effet sur cette autophagie, c'est de dégrader certaines protéines qui seraient endommagées, mal repliées, etc., pour pouvoir en fait les utiliser comme source d'énergie. Donc concrètement,
si je détaillerai principalement par la suite le mécanisme quand on en reparlera, mais concrètement, ce mécanisme est retrouvé principalement chez les cultures cellulaires, chez les levures, et il a été analysé également chez l'animal. Mais chez l'homme, on a très peu de données sur le sujet. En tout cas, on n'a pas d'études précises qui ont été réalisées. Après, quand on parle aussi de nettoyage cellulaire, on peut parler aussi de détox. Quand on pense détox, moi je pense souvent en cure de jus, etc. Mais on peut aussi penser aux jeûnes. Ce qui est intéressant, c'est que quand on pense au détox, aux cures, etc., c'est que ces personnes-là, souvent, sont incapables de nous demander quelles toxines entre guillemets, se sont accumulées dans nos organes. Les naturopathes peuvent parler d'organes émonctoires qu'il faudrait retirer les toxines. Et concrètement, on a peu de preuves sur le sujet, quoi. Notre organisme est assez bien fait. On a des organes qui sont faits pour détoxifier l'organisme. On parle de détox normalement dans le domaine médical simplement quand une personne est empoisonnée. C'est-à-dire qu'on va donner à cette personne-là des molécules qu'on appelle chélateurs et qui vont permettre, par exemple, quand on est empoisonné à des métaux lourds, comme le mercure, etc., et ces molécules-là vont permettre d'emprisonner les métaux lourds et de les éliminer le plus facilement possible. Le problème, c'est que quand on parle de détox, c'est rarement quelque chose qui est réel. C'est-à-dire que les organes sont faits, on a le foie, les reins, la peau, les poumons qui vont être très pertinents et qui sont, si une personne est en bonne santé, fonctionner normalement. Donc on n'a pas besoin techniquement de faire ce nettoyage-là. Moi je vois un peu plus loin, c'est que j'ai l'impression qu'en fait on fait ces cures de jus, etc., mais également ces jeûnes à des périodes après les fêtes, après le Nouvel An. Un peu comme si, en fait, on devait, d'un point de vue métaphysique, je dirais que c'est un peu comme si on devait expier nos péchés. Éponger. Exactement. Et je trouve que c'est assez même un peu malsain de voir ça comme ça. Et en fait, des fois, on le voit sans le savoir. En fait, même moi, je pense, on a tous un peu eu de manger moins après les fêtes. C'est normal. Mais de là à se faire des semaines de cure pour pouvoir, entre guillemets, se dessouiller l'organisme, je trouve ça un peu perturbant et c'est pas soutenu par la littérature, en tout cas. Et donc, tu vois, tu disais que chez les personnes en bonne santé, donc les organes jouaient bien ce rôle. L'argument, alors, c'est, mais oui, mais quand on a des organes qui sont pas en bonne santé, donc tu vois, typiquement, les gens qui viennent d'apprendre qu'ils ont une maladie au foie, et je peux comprendre, en fait. Ah oui, je comprends il y a une sorte de petite urgence, en tout cas, dans la tête, de dire, bon, allez, j'ai un problème de santé, bon, bah, on m'a dit que j'avais le foie gras, bon, bah, je vais faire une semaine de détox et ça va peut-être enlever le gras que j'ai, ou en tout cas, ça va le supprimer un petit peu. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut répondre alors dans ce cas où les organes sont un peu en souffrance par rapport à des maladies ? Moi, je pense qu'en fait, il faudrait plutôt se tourner vers les choses qui ont montré la preuve de leur efficacité, parce que là, au niveau des cures, etc., on a très peu de données, vraiment. On n'a pas d'études qui ont montré des effets bénéfiques de ce genre de procédé, même pour le jeune. Alors qu'en fait, par exemple, pour ce qui est... on a une stéatose hépatique, on a une NASH. En fait, améliorer la qualité de son alimentation, manger plus de fibres, manger des aliments qui sont pauvres en graisses saturées, qui vont être riches en acides gras polyinsaturés, ça va avoir un effet bénéfique sur ça, en fait. Et ça, c'est assez bien prouvé. Le régime méditerranéen, est très bien étudié dans la littérature. On a énormément d'essais qui montrent que ça va avoir des effets bénéfiques là-dessus. Et je pense qu'en fait, on cherche souvent un raccourci, alors qu'en réalité, on a quand même beaucoup de données sur des choses qui sont beaucoup plus simples et on fait pas forcément attention. Chercher un raccourci pour potentiellement optimiser certains points, c'est bien, hein, je trouve que c'est quelque chose que c'est intéressant, mais moi qui est dans le milieu sportif, j'ai envie d'optimiser les moindres détails de mon entraînement, je sais pas, pour grappiller quelques secondes sur un chrono, et ben ok, mais le problème c'est que dans la santé, parfois ces raccourcis ils peuvent nous faire prendre des chemins qui sont pas réellement pertinents, quoi. Oui, je te rejoins aussi l'idée de prendre des raccourcis, donc de vouloir aller plus vite, et aussi un petit peu cette notion de... C'est un peu miracle, et effectivement, nous, quand on arrive diététicien en expliquant que les bases d'une alimentation équilibrée, ce que tu viens d'expliquer, qu'il faut plutôt miser sur les fruits et les légumes, en fait, on est un peu moins vendeur. Alors, c'est con à dire, hein, parce que voilà, mais effectivement, ça fait plutôt relation très simple, très simpliste. Et je pense que c'est des choses que les gens savent déjà, mais Ils ont entendu.
concrètement, les effets du jeûne intermittent sont assez connus et pas forcément plus spectaculaires qu'une méthode classique, quoi. Tu as commencé à en parler de l'autophagie et je sens que tu as envie de continuer. Donc, c'est vrai que ça faisait partie des questions que j'avais un peu plus tard, mais je trouve que c'est le bon moment pour aborder ce mécanisme. Et donc, on t'écoute. Concrètement, quand on a une période de stress, nos cellules, elles vont en fait, faire des cibles au niveau des protéines qui sont, entre guillemets, endommagées, qui vont être mal repliées, etc. Et ça va en fait, il faut comprendre que notre cellule, en fait, elle a une membrane qui est constituée de lipides, donc de phospholipides. Et en fait, on va avoir une invagination de cette membrane-là qui va, du coup, encapsuler, si j'ose dire, la protéine, l'élément qui ne fonctionne pas très bien. Et en fait, après, cette molécule-là va fusionner avec une autre qu'on appelle le lysosome. Donc, c'est un élément qui est très riche en enzymes. Ça va dégrader l'élément et ça va permettre d'avoir des acides aminés, des lipides, même des fois des glucides à disposition pour que la cellule, puisse l'utiliser pour, d'un point de vue énergétique. Donc concrètement, ça a un intérêt dans le sens que, on le verra par la suite, que ça pourrait prévenir certaines apparitions de maladies comme le cancer. Mais également, ça permet une autonomie cellulaire durant des phases de stress, concrètement. Concrètement, c'est ça, l'autophagie. Et donc, pour que l'autophagie soit optimale, ce qui est un petit peu sous-entendu, c'est que on laisse les cellules se manger entre elles. C'est peut-être que je vulgarise un peu trop, peut-être, mais... Et donc, le fait de ne pas manger amènerait... amplifierait ce système d'autophagie puisque les cellules, n'ayant rien d'autre à dégrader, seraient en capacité de se dégrader elles-mêmes. On n'a pas vraiment de preuves longitudinales, on n'a pas d'études d'observation qui montrent que se priver augmente la durée de vie. Et c'est un peu ça le problème avec le jeûne, c'est qu'on a beaucoup d'études sur le court terme, moyen terme, on a très peu d'études sur le long terme, en fait. On sait que ça n'a pas forcément d'effet négatif pour des personnes qui n'ont aucun problème de santé sur un court terme, moyen terme, etc. À long terme, on ne sait pas vraiment. On a vraiment très peu d'études de cohorte sur le sujet. Pour le moment, si je résume, tout comme nos organes sont capables de détoxifier l'organisme, le mécanisme d'autophagie se fait spontanément, naturellement dans le corps et est censé fonctionner correctement, quoi. Exactement. Alors, ce qu'avaient mis en évidence certains chercheurs, mais comme le prix Nobel japonais, c'est que si on a des dysfonctionnements de cette autophagie, ça peut amener à certaines maladies, parce que du coup, certaines protéines qui seront mal repliées peuvent devenir des protéines qui sont potentiellement tumorales. Et c'est ça aussi, mais après ça reste des pathologies qui n'ont pas forcément à avoir quelque chose avec, qui ont aucun lien, avec le jeûne intermittent. C'est pas forcément parce qu'on fait pas assez d'autophagie que du coup on va avoir un problème d'autophagie, et c'est comme si c'était un muscle qu'il fallait entraîner, c'est des mécanismes qui se font naturellement, c'est pas quelque chose c'est une faculté qu'on va perdre et qu'il faudrait forcément faire régulièrement, quoi. Tu sais, je reviens un peu sur le jeûne donc de mon patient là qui avait fait sa cure et il explique, et ça je l'ai déjà lu, qu'il se passe quelque chose au bout du 5e jour de jeûne. Est-ce que biochimiquement parlant, il se passe effectivement quelque chose? Alors, chez les patients on a des infos quand même sur le métabolisme quand on consomme plus d'aliments. C'est principalement chez l'animal, parce que niveau éthique, c'est vrai que c'est compliqué de faire des études chez les humains et leur dire en fait vous n'allez pas manger. Donc d'un point de vue éthique, c'est compliqué, mais on a quand même des cas de personnes qui n'ont pas consommé d'aliments au moment où la science était un peu moins, où il y avait moins forcément de règles à ce niveau-là, mais on a quand même une bonne base biochimique sur le jeûne. Concrètement, ce qui se passe, c'est que on a au départ, on a nos réserves de glycogène, donc le glucose qui est contenu dans les muscles et le foie. On a environ 100 grammes à peu près dans le foie et 300 à 500 dans les muscles. Quand on fait un jeûne très long, on va avoir ce glycogène qui va être dégradé pour permettre une glycémie normale et un approvisionnement normal de glucose dans les tissus. Les tissus principalement qui sont dépendants de ce glucose.
À un moment, on va avoir un épuisement de ce glycogène au bout de 2-3 jours à peu près. On peut avoir, ça dépendra de la saturation en fonction des personnes, mais on va avoir un épuisement. On va switcher en fait sur les lipides. On va avoir une lipolyse, donc une dégradation des lipides de nos adipocytes, qui vont permettre en fait de créer de l'énergie. Donc via la bêta-oxydation, ça va aller dans le cycle de Krebs, etc. Donc ça va permettre de nous alimenter. Et en fait, au bout d'un moment, on va avoir également aussi une fonte musculaire qui va s'opérer. On va avoir la création de glucose à partir de composés qui ne sont pas glucidiques, donc on appelle la néoglucogénèse. Tous ces mécanismes-là vont permettre de combler le fait qu'on n'a pas de glucose, qu'on n'a pas de nutriments. On va également pouvoir puiser dans les acides aminés pour créer du glucose. Et à un moment, on va passer sur quelque chose qu'on appelle les corps cétoniques. Et en fait, cette création de corps cétoniques va permettre de combler le manque de glucose. Il va pouvoir être utilisé par une grande variété de tissus. Le problème, c'est que ces corps cétoniques, ça va avoir un effet satiétogène. Si on est dans un cas de famine, c'est problématique d'avoir tout le temps faim en fait. Si on a une absence d'alimentation, une absence de nutriments, si on a une constante faim à un moment donné, ça va être problématique pour tenir. Et c'est assez cohérent avec l'évolution humaine en fait. Donc concrètement, oui, ça a un lien métabolique. Et comment on fait pour ne pas avoir de crise d'acétone là, tu sais, parce que ça c'est assez connu. Je pense que ça nous est tous arrivé au moins une fois, le fait de ne pas manger pendant un petit moment. Finalement, on finit par vomir. Alors, on a la laine qui sent un peu la pomme, voilà. Et puis, on vomit alors qu'on n'a rien dans l'estomac, en fait. Et donc, ceux qui font un jeûne passent par cette phase-là, en général. Mais je pense que ça va dépendre vraiment des gens. Hein. Il y a des gens, par exemple, juste sauter le petit déjeuner, ils vont être ça va être compliqué pour eux. Donc, vraiment, ça va dépendre des individus, je pense, à ce niveau-là. Et il y a, je pense, aussi une grande part du côté psychologique. Et ça, c'est tellement difficile à mesurer. Mais c'est vrai que, souvent, pour pratiquer un jeûne long, il faut avoir des croyances. Et c'est vrai que si, je comprends encore, en me mettant à la place de ces gens-là, si au bout de 5 jours, à la fois, ils n'ont plus faim, ils se sentent peut-être un peu euphoriques aussi, et ils peuvent peut-être multiplier des effets présumés du jeûne en disant mais c'est incroyable, je me suis sentie tellement bien, tout le monde devrait faire ça au moins une fois par an. C'est ça en fait. En fait, voir un effet à court terme, se sentir bien à court terme n'influe pas forcément sur l'état de santé à long terme. Et je pense qu'avoir un sentiment de satisfaction instantané, je ne veux pas le comparer à des drogues, mais c'est pas parce qu'on se sent bien à un instant T que c'est bénéfique. Et je vois pas vraiment c'est vrai que je peux comprendre parce que dans un cas de croyance, se sentir bien, etc., c'est compréhensible. Après, je peux comprendre. Il y a une notion de difficulté. Oui. C'est aussi comme dans le sport où des fois, quand on s'est entraîné dur et que le jour de la compète, on bat son temps, on bat son chrono, il y a cette histoire de se dire ça valait la peine de passer par toutes ces heures d'entraînement difficiles. Etc., voilà. Il y a peut-être de ça aussi. Oui, potentiellement. C'est que c'est quand même un combat psychologique, le fait de ne pas manger, parce que manger, ça a un impact énorme sur la psyché des individus. Et c'est sûr que s'abstenir pendant une semaine, ça doit être très compliqué. Donc évidemment, c'est un combat. Et je peux comprendre que dans un objectif spirituel, ça peut être... c'est compréhensible. Bon, il faut quand même préciser, c'est beaucoup de diététiciens qui nous écoutent, mais sait-on jamais, si des gens écoutent ce podcast et qu'ils ont envie de faire un jeûne long, il faut quand même bien rappeler que ça se fait pas comme ça, qu'il faut se faire... accompagné par un médecin et qu'il faut bien évaluer les risques, etc. Je préfère quand même le préciser, on ne sait jamais. Exactement. On va, si tu veux bien, aborder plusieurs points sur les potentielles vertus du jeûne pour voir s'il y a des choses qui sont fondées sur le plan scientifique ou pas. Alors le premier argument qu'on met souvent en avant avec le jeûne, en tout cas, c'est de plutôt pratiquer du sport à jeun. Puisque, comme tu viens de l'expliquer avec cette histoire de glucose qu'on n'a pas, qui se stocke dans le foie et puis dans les muscles, le fait de faire du sport à jeun permettrait donc du coup de ne pas utiliser trop
de glucides et plus d'aller taper dans le gras. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous faire un petit point pour nous dire si de faire du sport à jeun pourrait être bénéfique pour une perte de gras? Oui, alors c'est un argument qui est, je pense, l'un des plus connus Ouais. pour le jeûne. Hein. C'est même un argument physiologique souvent expliqué pourquoi le jeûne permettrait d'être supérieur à une restriction calorique classique, parce que du coup, on taperait plus dans les graisses, entre guillemets. C'est quelque chose en plus qui est assez corrélé, je trouve, avec le sport à jeun, les sports à basse densité à jeun. Un exemple tout bête, la coach sportive de ma faculté nous a expliqué qu'il fallait forcément faire du sport à basse densité pendant 40 minutes parce que sinon on perdait pas du gras. Et ça vient un peu de ces mêmes rhétoriques où en fait on va vouloir augmenter l'utilisation des graisses à un moment donné pour pouvoir en perdre plus à la fin. C'est un mécanisme qui peut se tenir en fait d'un point de vue biochimique, mais faut que ça soit soutenu par des preuves par la suite. Le problème, c'est qu'il faut bien comprendre que un nutriment utilisé à un moment donné ne signifie pas qu'on l'a perdu à la fin. Je vais prendre l'exemple, par exemple, du glycogène. Si demain on nous dit que le glycogène est le responsable de la prise de masse grasse et qu'en fait il faut faire du sport extrêmement intensif pour pouvoir brûler ce glycogène-là, mais qu'à la fin on fait un repas où en fait on va refaire nos stocks de glycogène, on les a restaurés en fait. Qui nous dit qu'à la fin d'un sport à jeun où on a utilisé certes une partie de nos tissus adipeux pour créer de l'énergie, qui nous dit qu'après un repas, on va pas refaire nos stocks de tissus adipeux. Pour ça, en fait, il faut des études scientifiques et on a remarqué dans les essais randomisés contrôlés, donc en fait, on va prendre des personnes qui ne jeûnaient pas et des personnes qui jeûnaient, il n'y a pas eu de différence à équilibre calorique, ou en tout cas, c'était des régimes hypocaloriques. On n'a pas vu de différence, en fait, sur la perte de masse grasse. Pareil, souvent, on met en contradiction les exercices à haute intensité, à basse intensité. Donc, comme j'ai dit précédemment, on utilise plus... donc, il faut peut-être résumer un peu pour les personnes qui ne sont pas forcément au courant, mais en gros, en général, quand on fait un sport à basse intensité, on va principalement utiliser les graisses comme source d'énergie. En tout cas, au bout d'un moment, vers à peu près une assez grande durée. Les exercices à haute intensité, comme le sprint par exemple, vont plutôt utiliser le glycogène, les glucides. Du coup, en combinant le jeûne plus des exercices à basse intensité, on serait censé perdre plus de masse grasse. Le problème, encore une fois, on ne remarque pas de différence avec des exercices, par exemple, à haute intensité et avec le même effort. Donc, il faut bien comprendre que ça reste pertinent de comprendre la biochimie. C'est super, hein, c'est génial. Moi, j'adore ça. Hein, c'est passionnant. Mais il faut aussi prendre en compte qu'un nutriment utilisé n'est pas la même chose que la balance énergétique, en fait. Il faut bien faire attention à ça, en fait. Donc, si je résume, tu es en train de dire que peu importe le moment où on pratiquera l'activité physique, ce qui va être prioritaire, ça va être la balance énergétique. Majorité, c'est ça. Alors, je dis pas aux gens de se dire que le sport à jeun est impossible, que c'est la... Il y en a qui préfèrent le faire à jeun. Ouais. C'est pas interdit de le faire. Il y a des gens qui se sentent bien avec le ventre vide. Même, par exemple, pour faire des sports de force, ça arrive. Est-ce que c'est le plus optimal ? Je ne pense pas, mais ça peut aider certaines personnes parce que c'est pratique. En fait. Je pense aux personnes qui ont des petits soucis digestifs aussi, qui savent que le matin, ça peut être compliqué. Effectivement, courir à jeun, ça peut peut-être éviter quelques douleurs ou quelques désagréments pendant la course. Exactement, c'est des différences interindividuelles, mais il faut pas se dire que faire du sport à jeun, ça sera bénéfique parce que on va plus utiliser les graisses, ce qui est vrai, on va plus les utiliser, mais ça se traduira pas forcément par une perte de masse grasse plus importante. Ok, c'est très clair. Alors maintenant, j'ai aussi lu que le sport à jeun peut faire prendre plus de muscles. Il y a beaucoup de personnes qui ont expliqué ça, par encore une fois des mécanismes biochimiques, on en revient toujours à ça, mais ça provient d'allégations qui expliqueraient que, étant donné que durant un jeûne, on va avoir une augmentation d'hormones de croissance, donc de GH, on est censé prendre plus de muscles, parce que l'hormone de croissance c'est censé augmenter la croissance cellulaire, c'est dans le nom de cette hormone.
Donc voilà, pour petit rappel, cette hormone-là est très présente durant l'enfance. On va avoir une augmentation très importante durant notre croissance, notre puberté. À un moment, on a une réduction en fait quand on est adulte. On a quelques pics durant la nuit, mais cette hormone-là n'est pas censée être extrêmement importante chez les individus. Il y a certaines personnes qui vont l'utiliser parce que ils n'ont pas eu une croissance très importante. Ils peuvent utiliser des hormones type recombinantes, etc. Donc ce sont un peu des substituts. Il y a des personnes qui vont aussi se doper, en fait. Donc on a un peu ce visuel étant donné que la GH est une hormone comme la testostérone qui peut être utilisée pour augmenter sa masse musculaire, etc. Je ne suis pas spécialiste là-dedans, mais c'est principalement des hormones utilisées pour ce genre de cas. Donc on a un peu l'univers collectif qui nous fait penser que augmentation de GH voudrait dire qu'on va avoir une augmentation de masse musculaire. Le problème, c'est que cette hormone est augmentée durant le jeûne pour des choses totalement différentes, parce que cette hormone va aussi favoriser la lipolyse. Elle va augmenter la dégradation des acides gras. Et comme on l'a vu précédemment, ça se tient avec la physiologie. Quand on est en état de jeûne, on va plus utiliser nos acides gras pour créer de l'énergie. Il y a d'autres choses qui font que cette GH est utilisée pendant le jeûne. Ça peut être aussi une certaine épargne protéique, parce qu'en utilisant plus les lipides, on va éviter d'utiliser les acides aminés. Donc, en fait, on pourrait dire que cette GH, elle est pertinente pour, du coup, limiter la perte de masse musculaire. Mais en aucun cas, ça va avoir un effet supérieur à faire un entraînement qui n'est pas à jeun. Donc, concrètement, il y a même des études intéressantes qui ont été faites, des essais randomisés contrôlés chez des femmes qui avaient un léger déficit, mais très très léger, qui avaient un apport en protéines qui était pertinent pour prendre de la masse musculaire. On était à peu près à 1,6 g par kilo de poids de corps. On remarque une prise de masse musculaire, donc là c'était avec le jeûne intermittent, on remarque une prise de masse musculaire similaire. Donc c'est intéressant, on peut se dire, ok, on prend de la masse musculaire autant en faisant un jeûne intermittent. Donc on peut faire un jeûne intermittent et avoir des objectifs physiques qui peuvent être de prendre de la masse musculaire, mais les résultats n'étaient pas supérieurs. Je pense que de toute manière, je fais une petite aparté, mais en termes de nutrition, il y a jamais, c'est très rare de tout blanc ou tout noir, c'est toujours plein de nuances. Et encore une fois, j'ai envie de dire, si le seul moment de la journée où vous pouvez faire du sport, c'est le matin, eh bien allez-y. Enfin voilà, on en est toujours là. Il faut vraiment prendre chaque personne et puis essayer d'adapter, faire au mieux. Et voilà, il faut pas. L'important, c'est d'adhérer à. Alors, j'entends souvent des personnes que je respecte beaucoup dans le domaine du fitness qui expliquent qu'en fait, par exemple, quand on prend un protocole, par exemple, pour faire du sport, l'important, c'est d'adhérer au programme. Même si le programme, en soi, n'est pas parfait à 100%, qu'il n'est pas optimisé aux petits oignons, etc. L'important, c'est d'aimer ce qu'on fait et d'adhérer au truc. Donc, évidemment, si vous adorez faire votre sport à jeun, faites-le. Mais en fait, il faut être conscient des limites de la méthode. Si vous êtes conscient de ça, il n'y a pas de problème, en fait. Exactement. Oui. Est-ce que le jeûne, maintenant, a un impact sur la santé métabolique? Donc, un impact sur la glycémie, sur le cholestérol? C'est une allégation qui se tient, en fait. Quand on prend, en fait, la physiologie, encore une fois, du jeûne, on l'a vu précédemment, on va avoir une utilisation plus importante des acides gras, on va pas consommer de glucose, donc techniquement, on pourrait se dire que on va avoir une réduction des acides gras, donc on va avoir une réduction potentiellement des triglycérides, on va également avoir une réduction de l'insuline, etc., et de la glycémie. Donc potentiellement, on va avoir des effets bénéfiques sur les critères métaboliques, par exemple pour les personnes qui ont un syndrome métabolique, qui sont prédiabétiques, ou même qui sont en obésité, qui ont un diabète de type 2, etc. Résistance à l'insuline, ouais. Donc techniquement, encore une fois, ça se tient d'un point de vue théorique. Quand on va voir un peu les études scientifiques sur le sujet, en fait, on a des effets bénéfiques quand on compare par exemple un jeûne intermittent avec des personnes qui ne jeûnent pas. On va remarquer des personnes qui vont consommer d'une façon ad libitum dans les études, qui consomment normalement leur alimentation, et des personnes qui vont jeûner, on va remarquer déjà, comme on l'a vu précédemment, une légère perte de poids. On va avoir une légère perte de poids qui peut être liée par exemple à une réduction calorique de façon instinctive. On va réduire notre fréquence alimentaire, on va réduire nos calories. Comme on l'a vu, c'est pas supérieur à une restriction calorique continue, mais on va avoir une réduction en fait en comparaison à des personnes qui ne font pas de perte de poids, etc., ce qui est assez logique. Donc on va avoir une amélioration de marqueurs glycémiques, au niveau des triglycérides, etc., du cholestérol. Mais quand en fait on passe sur des études qui comparent ces marqueurs-là à une restriction calorique continue, il n'y a aucune différence en fait. On n'a aucune différence. Il y a des variabilités entre les études,
une certaine hétérogénéité, mais en globalité, quand on prend les méta-analyses, etc., la différence entre les deux sont minimes et en fait, on reste sur des réductions modestes. Par exemple, pour les triglycérides, le cholestérol LDL, le entre guillemets mauvais cholestérol, on va avoir une réduction environ de 5%, ce qui est bien, c'est pas à négliger. Quand tu parles du jeûne intermittent? Du jeûne intermittent, on va avoir des réductions qui sont assez modestes. C'est pas des réductions qu'on pourrait s'attendre, etc. Mais c'est des réductions qui sont pas non intéressantes. Mais en fait, on retrouve ces réductions également quand on fait une restriction calorique. Donc, encore une fois, ça va revenir à la même chose, mais il n'y a rien de magique. Ça peut être pertinent, mais on n'a pas des réductions de fou, si je peux dire, en comparaison au mécanisme qu'on nous a présenté comme quelque chose de révolutionnaire, en fait. Moi, j'avais, pareil, je fais une petite aparté, mais une patiente que j'ai eue il y a quelques années qui n'aimait pas prendre de petit-déj, en fait. Donc, elle faisait un jeûne intermittent et elle avait perdu du poids, hein, c'était son objectif. Et en fait, elle me dit, mais vraiment, Justine, j'ai aucun plaisir à prendre un petit-déj, j'ai pas le temps. Je fais le petit-déj pour les enfants, donc mes enfants mangent, mais moi, je n'ai pas envie. En plus, j'ai pas faim jusqu'à midi, vraiment. Je me souviens qu'elle était venue me voir en me disant, ouais, allez, je le sais, elle va encore me dire de prendre un petit-déj, parce que tout le monde me dit ça depuis 5 ans. Et elle va me dire qu'il faut manger le matin. Et je voyais qu'elle était déjà un peu désabusée, tu sais. Et donc, moi, je suis arrivée en disant, bah écoute, si tu veux pas de petit-déj, pas de souci. En fait, moi, je vais juste bien prendre garde à ce que tes apports soient bien répartis sur tes repas. Je te conseille quand même de prendre une petite collation l'après-midi. Ça va nous aider pour atteindre tes quotas en protéines et tout ça. Et je me souviens de sa tête quand je lui ai dit ça. Elle m'a regardé genre, ah ouais, tu vois, c'est la première qui me dit que c'est pas obligatoire. Et ça lui convenait, mais parfaitement. Et jamais elle m'a dit... j'ai envie de prendre un petit déj, j'ai faim. Non, elle était vraiment bien comme ça. Et je crois que même pas qu'elle connaissait le nom de jeûne intermittent finalement, mais elle le faisait. Et c'était top, quoi. C'est ça, l'important, ça reste l'adhésion que les personnes ont avec leur régime alimentaire. L'important, c'est d'aimer ce qu'on fait. Alors, bien sûr, il faut aimer ce qu'on fait et que ça soit aussi cohérent avec des recommandations, mais ça ne reste pas impossible à utiliser. En fait, c'est une méthode comme une autre, en fait. Et concrètement, c'est quelque chose qui peut être très intéressant à mettre en place. Bien sûr, il faut prendre en compte que si la personne n'a pas de problème de santé au préalable, prend pas de traitement, qui, quand sont à jeun, peuvent poser problème, mais chez les personnes saines, il n'y a aucun problème, en fait. Donc, si une personne veut jeûner, qu'elle a des problèmes de santé, je sais pas, elle prend des problèmes, elle est diabétique, elle a des problèmes de l'hypertension, etc. Il faut évidemment qu'elle en parle à son médecin, qui lui expliquera peut-être comment pallier certains problèmes d'hypoglycémie, etc., ou de déshydratation. C'est peut-être potentiellement ça aussi qui peut arriver. Mais chez une personne saine, si ses apports sont respectés dans la journée, il n'y a pas de souci avec le jeûne intermittent. En tout cas, à court terme et à moyen terme, on n'a pas de preuve que c'est néfaste, en fait. Et est-ce que là c'est pareil, je me dis ça fait un peu sens, mais sur la santé digestive, donc tu vois, encore une fois, je pense à des patients qui ont peut-être une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique, ce genre de choses qui, quand ils sont parfois en poussée ou en crise, vont avoir vraiment de gros problèmes à digérer. Est-ce que pour ces patients-là, en crise, leur dire de ne pas manger le matin ou de ne pas manger le soir, ça peut soulager les symptômes? Alors, c'est un sujet du coup que j'ai pas mal regardé sur la littérature et en fait, très compliqué de trouver des essais cliniques sur le sujet. En tout cas, chez les personnes qui avaient des rectocoliques hémorragiques ou des maladies de Crohn, on a quelques études, encore une fois, chez l'animal qui montrent des effets bénéfiques et quelques rapports de cas qui montrent également une réduction des crises ou une diminution de l'inflammation au niveau de l'intestin. Encore une fois, là, je suis assez agnostique. Je sais pas, en fait, si ça va avoir un effet bénéfique. Moi, en fait, j'irais plutôt sur les choses qu'on sait où on a un effet cliniquement prouvé. Réduction, par exemple, des régimes avec sans FODMAP, etc. Alors après, évidemment, on peut potentiellement espacer de façon plus importante les repas. On n'est pas obligé de faire 6 repas par jour quand on a une maladie de Crohn ou une rectocolique hémorragique. Mais je pense pas qu'on est obligé de faire 2 repas par jour pour espacer les crises. En tout cas, au vu de la littérature, je pense pas que ce soit pertinent d'avoir une fréquence de 1 repas ou 2 repas par jour, en tout cas. Ouais, oui, je pense que d'après moi, là, c'est juste une expérience personnelle, hein, donc je dis pas que ça vaut grand-chose, mais dans mes patients, effectivement, quand on écarte le côté émotionnel et psychologique, parce que c'est compliqué, c'est douloureux et voilà, hein, c'est pas marrant.
effectivement, le fait de mettre en place une alimentation sans FODMAP dans un premier temps ou autre, ça aide pas mal. Ça aide, ouais. Ça aide plus pas mal. que finalement sauter un repas, qui en fait, c'est ce qu'il faut prendre en compte, c'est que sauter un repas peut, pas tout le temps, mais peut influencer le comportement alimentaire sur les repas suivants, et donc ça peut déjà créer la faim et donc envie de grignoter et peut-être se tourner vers des aliments qui vont encore aggraver les symptômes qui sont déjà présents. Ouais, donc il y a vraiment une certaine surcompensation. Ouais. Oui, ça peut, ça dépend. Encore une fois, ça dépend des gens. Après, quand on prend les personnes saines entre guillemets, on pourrait se dire, ok, est-ce que le jeûne pourrait avoir un effet sur le microbiote, par exemple? Parce que quand j'entends digestif, moi je pense aussi au microbiote. Ouais. Bon, c'est un sujet en vogue en plus. C'est un sujet qui est, en fait, comme le jeûne intermittent finalement, qui est de plus en plus étudié. Encore une fois, hein, le sujet est pertinent, sauf que on ne sait pas à l'heure actuelle si le microbiote en lui-même, en fait, si on a une détérioration du microbiote en lui-même, sans maladie autour de ça, va causer en fait des maladies. Par exemple, donc on a quelques études qui montrent que faire du jeûne intermittent chez l'animal va permettre en fait à certaines souches bénéfiques d'avoir une augmentation. Le problème, c'est que chez l'humain, est-ce que jeûner va améliorer le microbiote? Et déjà, est-ce que le microbiote en lui-même est pertinent à améliorer? Prendre des probiotiques pour améliorer son microbiote, c'est une question pertinente. En plus, j'en ai parlé dans un de mes posts récemment, c'était est-ce qu'en fait le microbiote en lui-même, c'est pertinent à prendre en compte pour l'augmentation des maladies? Parce que est-ce que c'est le microbiote en lui-même qui augmente le risque de maladie, ou est-ce que c'est quand on a est-ce que c'est le fait d'avoir une alimentation et une pathologie déjà existante qui va en fait influencer le microbiote? Et c'est toute cette complexité à avoir, trouver cette causalité dans les études d'observation. Et il y a des études en fait qui sont réalisées où on va prendre les polymorphismes génétiques, donc dès l'enfance, via des gènes qui vont influencer certains métabolites en fait du microbiote de façon positive ou négative. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de lien causal entre le microbiote et l'augmentation de maladies. C'est des publications donc sur Instagram qui en parlent pas mal. C'est Benoît Arsenault. Donc peut-être que tu en as déjà entendu parler. Un Canadien, non? Oui, exactement, un Québécois. Un Québécois, j'entends bien son accent. Ouais, je vois. Et très sympa. Ouais. Et il a fait un travail remarquable, c'est un chercheur très connu, etc. Et qui a fait une bonne part de debunk sur le microbiote, car il y a eu un reportage Netflix qui en a parlé, qui expliquait quand même que le microbiote, c'était quand même l'apparition de toute maladie, comme les cancers, etc. Alors qu'en fait, on ne sait pas vraiment à l'heure actuelle. Ça me fait penser à Clément qu'on avait reçu, et il avait dit, il avait parlé du microbiote. Il a dit, bon, maintenant, quand on a quelque chose, c'est le microbiote. Quand on a mal ceci, c'est le microbiote, le microbiote. Et donc... En fait, il faut être assez conscient des limites de ce genre d'études et comprendre qu'à l'heure actuelle, on est au balbutiement, qu'il faut encore attendre de voir en fait si ça a un effet. On a plein d'études qui montrent, par exemple, que la transplantation fécale, donc ça paraît fou de se dire ça, mais on transplante en fait une partie de nos microbiotes à des personnes pour perdre du poids. Chez l'animal, ça fonctionne. Chez l'homme, ça ne marche pas. On prend le microbiote d'une personne saine à une personne qui est en obésité, on ne voit pas une perte de poids en fait. Mais les mécanismes existent et chez la souris, ça fonctionne. Donc... J'avais vu ça, exact. Ok, est-ce que le jeûne peut avoir un impact sur le vieillissement? Est-ce qu'on va vieillir moins vite si on jeûne? Ça part du postulat que ça réduit le risque de maladie. C'est encore à prouver, parce que déjà, en fait, chez les études animales, c'est pas vraiment consensus. On a des études chez la souris, par exemple, qui montrent qu'une réduction calorique permet aux souris de vivre plus longtemps. Pareil pour le jeûne intermittent. Le problème, c'est que chez certaines souches de souris, par exemple des souris sauvages, on va pas retrouver cette survie plus longue en fait. Donc déjà, on va avoir des grosses différences chez la souris. Et en plus, qu'on prend en compte que les souris, elles ont des modèles, elles n'ont pas forcément tous les facteurs qu'on va avoir nous quand on consomme. On a les facteurs environnementaux, socio-économiques qui vont être influencés. Donc c'est des études extrêmement pertinentes à mettre en place dans le cadre d'études préliminaires, mais pour l'instant, on n'a que ça, quoi. Donc, pour dire que ça va augmenter le vieillissement,
enfin, ça va permettre de limiter, excusez-moi, le vieillissement, c'est quand même très audacieux, en tout cas. Ok. Bon, on ne pouvait pas parler du jeûne sans aborder, ça c'est un sujet un peu plus touchy, c'est celui du lien entre le jeûne et le cancer. Donc, je pense que je comprends le mécanisme, parce que voilà, on parle de l'autophagie depuis tout à l'heure, donc Oui. j'imagine que c'est ça qui est mis en avant. Mais est-ce qu'il y a une base scientifique, je me doute de la réponse, mais sur le fait que jeûner, ça peut prévenir certains cancers? Bon, ça, tu as déjà plutôt répondu, mais alors, une fois qu'on a le diagnostic de posé, est-ce que jeûner peut aider à faire disparaître les cellules cancéreuses? Alors, c'est compliqué. Alors, on a quelques études qui ont été réalisées, par exemple, c'est principalement chez des personnes qui ont des cancers du sein. Et on a remarqué qu'en fait, il y avait une amélioration de la tolérance au niveau de la chimiothérapie. Mais au niveau de l'efficacité de guérison, à part chez l'animal, on voit pas d'effets spectaculaires en fait, la plupart du temps, quand on a des effets spectaculaires, c'est souvent des anecdotes de personnes qui ont réalisé des jeûnes. Moi, j'avais fait une enquête sur une personne qui disait avoir guéri d'un cancer de la prostate et en faisant du jeûne. Le problème, c'est que cette personne-là avait suivi des traitements conventionnels. Ouais, en même temps, ouais. En fait, en fait, c'est principalement souvent des anecdotes, des rapports de cas ou des cas exceptionnellement. Enfin, c'est très rare, ou alors c'est même des fois, c'est un peu un peu divin en fait. Tu disais quand même que ça pouvait avoir un effet positif sur la tolérance à la chimio, c'est ça? Alors, c'est ce qui a été le plus étudié. Par exemple, on a on a Walter Longo, par exemple, qui est assez connu dans le domaine. Alors, c'est un scientifique qui a pas mal étudié. Lui, c'est une alimentation qui mime le jeûne, donc c'est très pauvre en calories, etc. Et ça va mimer en fait les effets du jeûne. Et en fait, on se rend compte que ça a quand même en fait, c'est que des études préliminaires. On a plusieurs études donc c'est des essais de phase 1, phase 2. En fait, les essais pour être, pour qu'un traitement soit valide, il faut que ça aille jusqu'à phase 3, phase 4. Et les études de phase 4, c'est souvent sur le long terme, etc. Et là, on est qu'aux études de phase 2. Donc, ça a des effets, assez prometteurs, concrètement, sur la tolérance. Ok, et en plus, c'est intéressant, franchement, c'est intéressant. Le problème, c'est qu'il ne faut pas, en fait, généraliser à tous les patients. Concrètement, le problème en chimiothérapie et quand on a un cancer de manière générale, c'est éviter les pertes de poids durant un traitement, les pertes de masse musculaire, parce qu'en fait, souvent, la chimiothérapie va être très agressive, on va avoir un catabolisme extrêmement important, les personnes vont manger moins parce que la chimiothérapie va donner des malaises, des maux de ventre et tout. C'est aussi pour ça que quand on jeûne, on n'a pas ce problème, parce qu'on a très peu de choses dans le ventre, donc ça fait que on a moins ces ballonnements, ces problèmes de ventre, etc. Concrètement, le jeûne en lui-même peut être problématique pour des personnes qui vont perdre beaucoup de poids, qui vont être en dénutrition. On parle de sarcopénie quand une personne perd de la masse musculaire. Donc c'est les risques, en fait, et ça sera pas forcément quelque chose qui pourra être généralisé à tous les patients et à tous les types de cancers. Donc en fait, si un jour les essais arrivent à quelque chose de pertinent d'un point de vue scientifique, ce ne sera pas forcément généralisable à tous les patients. Donc ce ne sera pas quelque chose déjà de révolutionnaire sur l'efficacité, mais ça va permettre déjà une meilleure tolérance. Donc c'est quand même quelque chose d'important, parce que souvent on a un problème au niveau de la chimio, c'est que c'est quand même très dur quand même, quand les chimios sont très longues. Mais le problème, c'est que est-ce que ça sera généralisable à tous les patients? Concrètement, ça risque d'être compliqué. Si une personne est déjà très affaiblie, a perdu beaucoup de poids, etc., on sait que une personne qui est très affaiblie va moins réagir à un traitement quand elle a perdu beaucoup de poids, etc., qu'une personne qui est tout à fait saine dans son poids, entre guillemets, qui n'est pas en dénutrition, en malnutrition. Souvent là, on va pouvoir conseiller aux personnes qui sont dans ce genre de pathologie, des aliments qui seront un peu plus denses en énergie, qui sont un peu plus, entre guillemets, malsains, mais un peu plus ultra transformés, et on aura plus de souplesse à ce niveau-là, même si les recommandations
pour ce genre de personnes sont les recommandations du PNNS, manger assez de fruits et légumes, etc. Mais il y aura plus de souplesse parce que c'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Ouais. Tu vois, tout ce que tu expliques, on l'a abordé dans un podcast avec Maxime qui était venu sur le sujet et qui avait vraiment dit priorité, donc il travaille dans un service d'oncologie, priorité numéro 1 pour nos patients, c'est qu'ils mangent suffisamment, quoi. Vraiment, quitte à leur donner des solutions, des choses... qui parlait notamment des protéines aussi, mais la priorité à ce qu'ils aient un apport suffisant et qu'importe la manière. Enfin, vraiment, c'était ça son message. Et d'ailleurs, Nouchka, qu'on a interviewé aussi, elle a même transféré ça aux sportifs en disant quand on est sportif vraiment et qu'on va brûler 2000, 3000, 4000 calories par jour, oui, parfois, vaut mieux peut-être réussir à combler ses besoins énergétiques avec ce qu'on nous catégoriser de malbouffe. Ouais. Des fois, en fait, on a besoin de souplesse, en fait. C'est ça, exactement. Tout à fait. Ok, dans mes recherches, j'ai vu plusieurs fois passer ce qu'on appelle l'effet Warburg. Alors, on peut le dire de deux façons. Hein. Donc, on va me pardonner si j'écorche. Bon, en français, on va dire Warburg, je pense. Ouais. Je crois à peu près. J'espère. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Toujours ma phobie des prononciations. Quand une cellule normale a du glucose, donc nous, quand on consomme des aliments, on va dégrader tout ça en acides aminés, lipides, protéines, etc., mais également en glucose. Et quand une cellule a du glucose à disposition, en fait, elle va pouvoir le dégrader dans une voie qu'on appelle la glycolyse. Donc cette glycolyse, en fait, elle va amener à une molécule qu'on appelle le pyruvate. Et ce pyruvate-là, il aura le choix, en fait, en fonction de s'il y a de l'oxygène ou pas, d'aller dans la mitochondrie pour créer encore plus d'énergie. Donc ça, on appelle ça la phosphorylation oxydative. Le problème, c'est que, imaginons qu'on n'a pas d'oxygène, qu'on fait, je sais pas, un sprint, j'en sais rien, on a très peu d'oxygène, et bien en fait, on a un mécanisme qui s'appelle la glycolyse anaérobie. Donc, quand on n'a pas d'oxygène, on va pouvoir créer du lactate. Et ce lactate-là, il va pouvoir être utilisé pour créer, entre guillemets, recréer de l'énergie et reformer de la glycolyse par la suite. Ça va être un cycle qui va être donc une création d'énergie assez mineure avant de pouvoir passer sur une source d'énergie plus importante via la phosphorylation oxydative quand on va avoir l'oxygène. Mais au début, ça peut être un mécanisme pertinent pour une cellule quand elle n'a pas trop d'oxygène. Le problème avec les cellules tumorales, c'est qu'en fait, elles fonctionnent exclusivement à la glycolyse anaérobie. Il n'y a quasiment pas en fait de dégradation du glucose, ou en tout cas les métabolites qui en découlent, dans les mitochondries. Il n'y a quasiment pas en fait de phosphorylation oxydative. On va créer de l'énergie qu'à partir du glucose, et ça va faire glucose-lactate, et concrètement, c'est là d'où vient l'idée de retirer les glucides aux cellules tumorales pour pouvoir les affaiblir exactement, et pouvoir en fait permettre d'améliorer le traitement en chimiothérapie par exemple. Ça a jamais eu la prétention de supprimer le cancer, à part certaines personnes qui pensent que ça peut le supprimer totalement, mais concrètement l'intérêt était énorme, c'est-à-dire qu'on s'est dit génial, on va pouvoir les appauvrir et elles vont pouvoir mourir plus facilement. Le truc c'est que concrètement, ce genre de choses se remarque principalement chez les cellules modèles cellulaires, in vivo, etc. Chez l'homme, on a très peu de données sur le sujet. La plupart du temps, encore une fois, on a un manque d'essais randomisés pour des raisons évidentes. Niveau éthique, c'est compliqué. Mais concrètement, cet effet Warburg explique que en réduisant le glucose, on va appauvrir et limiter les nutriments aux cellules tumorales. Le problème, encore une fois, c'est que les cellules tumorales, je le rappelle, ce sont des cellules qui, à cause de certaines mutations, etc., en fait, ce sont des cellules qui prolifèrent de façon anarchique et de façon très importante. Et elles n'ont plus rien à voir avec les cellules classiques. Et le truc, c'est qu'elles sont extrêmement intelligentes, entre guillemets. Je ne veux pas dire que c'est une entité, mais elles ont des moyens de pouvoir retrouver des substrats énergétiques de plusieurs façons. Et pour en revenir avec l'autophagie, quand je dis que l'autophagie peut être pertinente à un certain stade de cancer, donc quand on n'a pas forcément, et qu'une cellule peut devenir tumorale, mais que c'est encore réversible, là l'autophagie peut être pertinente, mais en fait elle peut aussi aider les cellules tumorales à créer de l'énergie. Parce qu'en fait, si l'autophagie est utilisée par une cellule tumorale, elle va pouvoir en fait dégrader certaines protéines, etc. Et en fait, les nutriments qui de base étaient donnés pour les cellules saines va aller pour la cellule tumorale en fait. Et elle trouvera en majorité des cas d'autres moyens
de trouver des substrats énergétiques qui ne sont pas comme le glucose. Ça s'adapte énormément, en fait, une cellule tumorale. Donc, l'idée de base est incroyable, mais en fait, c'est pas forcément la panacée, en tout cas. Ouais. Et donc, ça confirme le fait qu'il ne faut pas se priver de tous les sucres non plus, parce que ça, on le lit. Hein. Si on mange du sucre quand on a un cancer, ça va alimenter et ça va faire proliférer les cellules cancéreuses. Ça vient de là, du coup. Ouais, ça vient de là, d'accord. Ouais. Mais pour l'instant, en tout cas, les jeunes qui ont été réalisés dans les essais cliniques, encore une fois, on manque un peu d'essais cliniques à ce niveau-là, mais même par exemple pour le régime cétogène, on a des études sur le sujet qui en fait reprend un peu le même mécanisme. On n'a quasiment pas de glucose. Hein. Le régime cétogène, je crois qu'on est à peu près à 50 grammes. Ouais, c'est rien. Pour faire une cétose, il faut très peu de glucose, très peu de glucides. Ouais. Et on n'a pas remarqué une amélioration de la dégradation d'une tumeur avec des régimes cétogènes. Pourtant, on a très peu de glucose. Donc, en théorie, ça fonctionne. Mais en pratique, pour l'instant, on n'a pas de données qui nous font pencher de cette balance-là. Tu sais, c'est beaucoup de diététiciens qui écoutent ce podcast, professionnels de santé. Et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil justement aux diètes qui vont écouter, qui ont un patient en bonne santé qui arrive en consultation et qui souhaite faire un jeûne dans le cadre d'une perte de poids? Ça va revenir un peu sur les conseils qu'on a dit durant le podcast, mais concrètement, ça va être de peut-être expliquer en fait comment fonctionne le jeûne intermittent, expliquer et également en fait comprendre les limites. Si le patient en fait ne prend pas forcément de petit déjeuner parce qu'il aime pas forcément ça, qu'il a pas de pathologie préalable et qu'il est conscient en fait que ça va pas être miraculeux, parce qu'encore une fois les études souvent reprises dans les médias etc. Promettent des effets miraculeux. Concrètement, on en est loin. On est dans des effets assez modestes sur les critères métaboliques de perte de poids également. Donc, s'il est conscient en fait qu'il va pas perdre 20 kilos en une semaine, que sa vie va changer du jour au lendemain, en fait, il faut aussi comprendre, expliquer que c'est une méthode, c'est un outil, comme pourrait être un couteau bien aiguisé. Certaines personnes vont mieux couper avec certains couteaux que d'autres, mais en fait, ça va être aussi la qualité des aliments qu'on va couper. Si on utilise cette analogie-là, il faut également expliquer, bien sûr, l'amélioration de la qualité de l'assiette. Parce que comme j'ai expliqué au début, pourquoi ça plaît? Parce qu'en fait, on change très peu de choses de notre alimentation, juste on modifie la fréquence. Mais si on veut des résultats intéressants sur la santé, ça peut être une bonne méthode pour perdre un peu de poids. Mais concrètement, améliorer sa santé de façon générale, suivre les recommandations du PNNS et les guidelines de santé publique en général, ça va aussi avec ça en fait. Faire une activité physique, ou juste être plus actif, pas forcément une activité en elle-même, mais être moins sédentaire, etc. Donc si en fait on explique aux patients que le jeûne intermittent en lui-même, ça peut être qu'un outil, et que s'il utilisé dans le cadre d'une alimentation équilibrée, il n'y a aucun problème. Ouais. Et aussi bien expliquer, ça rejoint ce que tu dis, mais dans la tête des gens, parfois, ils mangent entre un certain moment et un certain moment, mais c'est un peu open bar, quoi. C'est-à-dire que comme c'est limité, peut-être que dans leur tête, ils se disent « Bon, ça va peut-être pas avoir tout à fait les mêmes effets sur mon corps, ou j'en sais rien », mais ils ont l'impression que finalement, ils peuvent manger ce qu'ils veulent dans cette fenêtre. Mais bon, ça rejoint exactement ce que tu viens de dire. Ça peut revenir un peu à une sorte de cheat meal pour certains. Ouais. En fait, on peut se dire qu'on peut manger de façon illimitée et que ça va pas impacter. Si, en fait, il y a un intérêt pour le jeûne intermittent, c'est de pas forcément avoir une surcompensation du repas qu'on saute, même si il faut quand même avoir ses nutriments, etc. Mais concrètement, le but, c'est pas de se dire qu'en fait, c'est magique et que ça nous permet de manger de façon indéfinie, de façon sans s'arrêter, illimitée, exactement. Et que ça va avoir aucun effet. Concrètement, comme je l'ai dit, c'est modeste, son effet est un peu surestimé, très modeste, mais voilà, ça peut être pertinent pour des personnes, en fait, c'est ça. Et est-ce qu'il y a des cas où, justement, le jeûne pourrait être recommandé ou vraiment pertinent, quoi? Dans le côté médical, oui, il y a des moments où, en fait, on va recommander, mais ça va être de façon assez aiguë. C'est-à-dire que on va faire une prise de sang, certains marqueurs vont nous demander le fait de être à jeun, en fait, concrètement, mais ça va pas être lié au jeûne. Avant une opération, on va avoir en fait des réactions qui peuvent se faire si on mange. Donc ça, faut le voir avec son anesthésiste, mais souvent, en fait, il y a des fois où en fait, on nous demande de pas manger avant une opération. Mais également, par exemple, si on a une opération au niveau de l'intestin, ça, on le voit un peu en PTS parce qu'on doit travailler sur la réalimentation après une opération
chez les personnes qui ont été opérées au niveau de l'intestin, pendant quelques jours, on va être sous phase de jeûne, des bouillons, etc. Et les personnes vont avoir très peu d'aliments solides. Mais ça reste de façon très précoce, très aiguë. On va avoir très peu de temps, et c'est surtout pour laisser aux muqueuses de cicatriser de l'opération, etc. Mais ça va pas avoir un effet. Quand c'est recommandé, souvent c'est plutôt parce que on ne peut pas faire autrement. Mais aucunement parce que ça a un potentiel effet bénéfique sur la santé, quoi. Ok. Où est-ce que tu trouves tes informations sérieuses? Alors, on ne trouve pas sur Amazon quand on tape jeûne. Ça, c'est ce qu'il faut retenir, tout dépend, en tout cas. parce qu'il y a des exceptions, évidemment. Est-ce que tu en as, toi, des bouquins vraiment Oui, concrètement, tu as déjà, je pense, interviewé Vassilis, qui a fait un livre excellent sur les produits laitiers, Ange ou Démon, qui est pour moi, je pense, en termes de livres francophones, il n'y en a pas des masses qui font une aussi bonne qualité. Une synthèse de tellement d'études et tout ça. Et en fait, je pense que même pour des gens qui sont pas forcément à même aux études scientifiques, ils vulgarisent extrêmement bien, même s'il y a certains trucs qui sont un peu plus techniques, mais c'est, je pense, un des seuls livres que je connais qui est autant de vulgarisation sur aussi la méthode scientifique. Donc c'est très accessible. Et sur le jeûne. Ouais. Sur le jeûne, je n'ai pas de livre spécifique. Non, malheureusement, non. Concrètement, les seuls livres que j'ai trouvés sur Amazon, c'était principalement des livres qui faisaient la promotion de façon très marketing, téléachat, etc. Après, je n'ai pas lu tous les livres, mais moi, souvent, je suis pas forcément fan. Alors, des livres en nutrition, il y en a un peu dans le modèle anglophone, mais moi, je lis plutôt les études scientifiques directement sur des bases de données comme PubMed, qui vont en fait recenser toutes les études scientifiques. Donc moi, je regarde directement ça. Je regarde également les avis de sociétés comme la American Heart Association, qui va avoir des avis évidemment sur les maladies cardiovasculaires. En France, on a l'INCA, l'Institut national du cancer, qui va faire des rapports. Il y a aussi le rapport de l'ANAC qui m'a permis aussi de faire un peu travailler le podcast. Ils ont fait un rapport très important, donc ça s'arrête jusqu'à 2017, mais ils ont fait une synthèse de toutes les données qu'on a sur les animaux, mais également chez l'humain. Et en fait, ils remontent les limites un peu, les effets potentiellement néfastes quand les personnes qui ont des cancers vont être en dénutrition, etc. Enfin, ils exposent un peu tout ça. Donc moi, concrètement, j'encourage les personnes, quand ils ont un doute sur les réseaux sociaux, aller voir des professionnels de santé, mais également des organisations compétentes comme l'American Heart Association, il y a l'OMS, il y a l'ANSES en France, le PNNS font également un très bon travail de vulgarisation. Donc je pense que déjà, si on cherche à ce niveau-là, on a déjà une bonne base, parce que tout ça est basé sur énormément d'études scientifiques, en fait. Après, principalement, si vous êtes sur les réseaux sociaux, regardez principalement si la personne qui fait le post ou le reel se base sur des études, mais encore une fois, ça veut pas forcément dire que la personne fait forcément une bonne analyse de l'étude scientifique, mais déjà ça montrera qu'il cite ses sources, qu'il expose peut-être, si la personne expose les limites des études, enfin, faut regarder un peu l'ensemble, en fait, voir si déjà c'est cohérent, c'est quelque chose de plutôt entre guillemets neutre, même si c'est compliqué, mais de voir en fait s'il y a une certaine réflexion à chercher, une certaine méthode scientifique globale, en fait. Ok, mais tout ce que tu viens de citer, on mettra ça en barre d'infos là dans la vidéo. Plaisir. Donc, et également les études dont tu as parlé, tout sera référencé. Évidemment. Est-ce que, Axel, on n'a pas abordé un sujet, est-ce qu'il y a un truc que tu veux rajouter à ce podcast qu'on n'a pas abordé, qui te tient à cœur, ou dont tu aimerais parler particulièrement? Je pense qu'après, le jeûne en lui-même, je pense qu'on a un truc qu'on n'a pas forcément abordé, mais qui sort un peu du cadre nutrition. C'est que c'est souvent en fait quelque chose qui est retrouvé dans les dérives sectaires, le fait de jeûner. Alors, on sort un peu du cadre des personnes qui veulent perdre du poids, mais ça peut être un glissement assez dangereux pour certaines personnes qui vont en fait trouver sur Internet des conseils nutritionnels qui vont être liés à la santé, à la naturopathie. Alors, pas tous les naturopathes ont un avis comme ça. Il y en a certains qui ont un avis plutôt mesuré, et même très critique sur leur profession. Mais en naturopathie, il y a beaucoup de dérives. Et sur les dérives sectaires, il y a beaucoup de personnes en fait qui sont même sous emprise, en fait, parce que durant des phases de jeûne,
on a l'esprit qui est moins à même de réfléchir. Et c'est un truc en fait que la DGCCRF et que la Miviludes, donc comment dire, une partie un organisme en fait ministériel qui s'occupe des dérives sectaires, a recensé. Et en fait, on remarque que chez les personnes qui promeuvent le jeûne de façon intensive, qui ont un peu le pied dans des domaines un peu plus holistiques, un peu plus spirituels, en fait, on remarque qu'il y a une très grosse recrudescence de ces personnes-là. Et qu'elles sont plus à même en fait de faire des choix qu'elles n'auraient pas fait avant parce qu'en fait elles étaient sous jeûne en fait. Ouais. C'est une sorte en fait ça peut en fait mener à une certaine emprise. Donc là on parle de cas quand même qui sont plus rares, plus extrêmes. Est-ce que y a quelqu'un que tu pourrais nous recommander pour le podcast, quelqu'un que tu aimerais bien écouter la prochaine fois, une fois que celui-là sera sorti? Évidemment, la plupart des personnes que j'aurais recommandées sont déjà venues, hein, genre Vassilis, Clément, évidemment, Nouchka, que j'apprécie, je les apprécie tous, ils sont tous géniaux. Il y en a énormément, en fait, c'est compliqué. Je pense qu'en vrai, en termes de contenu, ce serait intéressant. Barbara Vulpinari, je sais pas si tu connais. Oui. Qui fait qui a un compte plutôt axé sur les cycles menstruels, les femmes, les règles, sport, etc. Ouais. Et c'est un compte que j'apprécie énormément, qui fait un contenu quand même très carré, très scientifique, et en plus qui parle de quelque chose que je trouve qu'on ne parle pas forcément assez. En tout cas, peut-être que c'est dans ma niche de ce que je regarde sur Instagram, mais c'est peut-être pas quelque chose qui est extrêmement mis en avant dans le côté nutrition. Donc pourquoi pas. Ok, ben top. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'on peut te suivre? Alors, j'ai du coup ma page Instagram, Axel Sedano, diététicien, nutritionniste, où je partage principalement mes posts, mes reels, où j'essaye en fait d'apporter un peu plus comment dire, de vulgariser un peu plus des concepts en nutrition et en débunkant souvent des idées reçues. J'avais aussi une page YouTube, une chaîne YouTube où du coup j'avais fait une enquête sur le jeûne et le cancer. Bon, après c'est pas quelque chose que je fais beaucoup les formats longs parce que ça demande un temps extrêmement important, mais c'est une chaîne YouTube que j'ai. Et comment elle s'appelle? Axel Sedano. J'avais nommé aussi Nutritional Addict parce que c'était à l'époque j'avais pas forcément de pseudo prédéfini. Donc elle est dans ma bio également. Alors j'avais fait aussi un post sur une vidéo très longue sur les édulcorants, l'aspartame, parce qu'on a également beaucoup de préjugés à ce niveau-là. Et c'est un peu tendu les débats en nutrition. Voilà, donc voilà. Et ben super, on mettra tout ça aussi dans la barre d'infos pour que les gens puissent s'abonner. Merci beaucoup Axel pour la qualité de l'interview. Et puis merci à bientôt. Beaucoup. Un plaisir.